dangereux? Qu'est-ce que disent les études épidémiologiques? Alors au niveau des radiofréquences, les études épidémiologiques sont assez rassurantes. Si on regarde au niveau de la population générale, on ne voit rien qui ressort. Là où on commence à avoir une petite augmentation du risque d'un cancer de cerveau, ce sont vraiment pour les très gros utilisateurs de téléphones portables. Des personnes qui téléphonent plus d'une heure par jour sur une très longue période, voire 10 ans. Là où on a une petite augmentation d'un risque d'un facteur 1,4 à 3 suivant les études. Donc pour les très gros utilisateurs, le conseil c'est d'utiliser des oreillettes. Et les antennes relais, c'est pas très dangereux? Les antennes relais, vu les énergies mises en œuvre, on n'a rien dans la bibliographie qui met en avant des dangers relatifs. Vous travaillez là actuellement sur la 5G. Qu'est-ce que vous faites pour vous assurer que ce n'est pas trop dangereux? Alors au niveau de la 5G qui va arriver bientôt, c'est pas beaucoup plus de puissance, c'est tout simplement un petit décalage vers les fréquences de façon à permettre du plus haut débit. Mais en termes de puissance électromagnétique, ce sera plus ou moins la même chose. Comment vous vérifiez ça, vous? Nous, on a des manips in vitro, donc on a fabriqué au sein de notre institut et en collaboration avec des électriciens d'un institut. On a fabriqué un système d'exposition où on peut mettre des cellules en culture sous exposition et on essaie de regarder au niveau cellulaire et moléculaire comment ces cellules réagissent. Donc ça ne casse pas les gènes? Alors, on s'est arrangé de tout ça, ça ne casse pas les gènes. Ce qu'on peut dire de mes travaux, c'est que pour des expositions de quelques heures, tant qu'on est dans les conditions athermiques, on ne voit absolument aucun effet délétère à court terme de ces ondes. Donc, c'est extrêmement rassurant. Là où on a peu d'informations et on va continuer les travaux, c'est pour tous les effets à long terme où on manque encore de recul. Alors, selon une récente étude, près de 5% des Suisses pensent être sensibles aux ondes électromagnétiques. Pensez-vous que c'est une maladie? J'ai réalisé des études sur la question depuis certaines années et certains disent que cela existe, d'autres le contraire. La majorité des scientifiques pensent qu'une grande partie des troubles dont on entend parler est due à d'autres causes que les ondes, mais beaucoup estiment que on ne peut pas exclure tout à fait cette possibilité et que l'on a besoin de meilleures recherches sur la question, mais que les champs électromagnétiques en soi sont la cause ou non, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que les symptômes sont réels et les gens souffrent. Et avez-vous déjà rencontré une personne électrosensible? Nous avons rencontré une ou deux personnes sur une vingtaine d'années qui venaient nous dire qu'elles sentaient des ondes. On ne les croyait pas, on les a testées. Dans les deux cas, statistiquement, leur détection des ondes était bien supérieure à la moyenne. Je pense qu'on peut donc croire les personnes qui se disent électrosensibles. On a intérêt à détecter et traiter ces personnes. Effectivement, et pour cela, il faudrait savoir si l'électrosensibilité est reconnue comme une vraie maladie. En Suède, l'électrosensibilité a en effet été reconnue en 1995 comme une déficience fonctionnelle, un véritable handicap, même si officiellement on ne reconnaît pas comme prouvé le rapport entre les ondes électromagnétiques et les troubles. Les ondes électromagnétiques sont partout et tout le temps. Mais quels sont leurs impacts sur le développement des enfants dont la boîte crânienne est plus fine? C'est une question que de plus en plus de parents se posent. Malheureusement, les conditions du rapport d'expertise, sans être inquiétantes, ne permettent pas de laver tous les doutes, car le sujet est loin d'avoir été suffisamment exploré. Cependant, les enfants forment la population particulièrement sensible du fait qu'ils sont en cours de développement, dans leurs organes et leurs fonctions physiologiques. Ainsi, on n'est pas sûr de ses effets sur le développement des enfants? La littérature scientifique internationale ne permet pas de conclure l'existence de non-radiofréquences. Des mesures sont-elles prises afin de limiter notre exposition aux ondes électromagnétiques? Ici, on a pris un arrêté municipal qui interdit toute installation d'antennes relais à moins de 100 mètres des écoles et des crèches. Et on peut toujours téléphoner. On s'aperçoit que le téléphone portable passe lorsque la puissance des antennes est très faible, contrairement à ce que disent les opérateurs. Ils ne comprennent pas que ça peut avoir des effets sanitaires. Or, les dernières études qu'on a vues apparaissant dans le rapport Bioinitiative, qui a été publié par l'Agence européenne de l'environnement, montrent qu'à l'heure actuelle, il y a des preuves sur les effets des ondes électromagnétiques chez les personnes. Ils sont donc soumis soit de façon ponctuelle par la téléphonie mobile, soit de façon chronique par les antennes relais. Quels effets ont-elles réellement sur le corps? On s'est aperçu qu'en dehors des effets thermiques, donc liés à l'augmentation de la chaleur, il y a des effets athermiques qui perturbent le fonctionnement de l'afflux nerveux dans le cerveau, qui perturbent les hormones produites par le cerveau, dont la mélatonine.
et même des problèmes au niveau de l'ADN. C'est-à-dire que ça pouvait casser les molécules de chromosomes et occasionner l'apparition de cancer. Tout ça a été démontré. Alors il leur faut quoi de plus? Combien de morts il va falloir avoir par rapport aux antennes relais ou à l'utilisation du téléphone portable pour que les gens bougent, pour que les politiques prennent des mesures exemplaires pour protéger la population? Vous avez parlé de bio-initiative. Qu'est-ce que c'est? Ce rapport a été établi par un groupe indépendant de chercheurs et de professionnels de la santé. Ils ont examiné plus de 1500 études sur la question et affirment qu'il y a suffisamment d'indices sur les effets néfastes sur notre santé pour demander une baisse des normes d'exposition à ces ondes. Avez-vous fait des études qui prouvent les conséquences des ondes électromagnétiques sur notre corps, notamment sur le cerveau? En fait, il y a des études biologiques qui montrent quelques effets. Par exemple, il peut y avoir des modifications de courant au niveau du cerveau ou des changements au niveau cellulaire. Puis il y a d'autres études épidémiologiques qui montrent des associations statistiques. Mais nous n'avons pas encore une image concrète face à l'ensemble de ce problème. Ces études épidémiologiques nous disent un peu sur les mécanismes d'action. Donc en gros, nous connaissons pas trop les conséquences sur la santé avec les effets qu'on a pu observer. C'est le rapport bio-initiative qui a fourni ces résultats? En fait, le rapport bio-initiative a simplement rassemblé les études qui montrent quelques effets. Mais il n'est pas totalement équilibré parce qu'il y a d'autres études qui n'ont pas ces effets-là. Donc nous ne pouvons pas encore affirmer sans aucun doute que les champs électromagnétiques recèlent des risques pour la santé. Avez-vous donc des preuves sur un quelconque danger des ondes électromagnétiques sur la santé? Pratiquement toutes les études qui ont été faites démontrent qu'il y a un danger. Et d'un autre côté, il n'y a pas une seule étude réalisée sur des utilisateurs de téléphones portables qui aboutissent à des conclusions de sécurité. D'un côté, vous avez donc des études épidémiologiques qui démontrent des problèmes ou des problèmes potentiels, et d'un autre, vous avez des études non concluantes. Pensez-vous qu'on nous cache la vérité sur un certain danger potentiel? L'industrie manipule la science. Elle livre au public des informations qui lui donnent l'impression d'être dans une totale sécurité. C'est de la fraude scientifique. Mais qu'avez-vous maintenant comme preuve? Ce que nous avons maintenant, c'est une quinzaine d'années d'études qui démontrent que lorsque vous approchez votre téléphone, l'antenne de votre téléphone, de votre corps, de votre tête, de vos tissus cervicaux, cela crée une rupture de l'ADN et donc un dommage génétique. Cela crée une rupture des barrières sanguines cervicaux qui sont des membranes particulières des vaisseaux sanguins. Combien d'études avez-vous sur les utilisateurs de téléphones portables? Nous avons 14 études épidémiologiques sur des utilisateurs de téléphones portables qui démontrent toutes que lorsque vous utilisez un téléphone portable, vous avez un risque plus élevé de développer une tumeur maligne ou bénigne pour des utilisateurs de téléphones portables. Selon vous, est-ce que l'effet néfaste des ondes électromagnétiques est mis en évidence? Il y a bien mis en évidence une augmentation de tumeurs au cerveau pour les gros utilisateurs de plus de 10 ans. En même temps, on sait que c'est une vraie association parce qu'on a subi une mémorisation. Puisque les cas savent qu'ils ont une maladie, ils connaissent le côté de la tête où ils ont une tumeur, ils sont donc plus susceptibles de répondre « Ah oui, j'utilise mon téléphone de ce côté-là et c'est pour ça que j'ai ma tumeur ». Mais si on se trompe et qu'il n'y a pas de risque et qu'on dit qu'il y en a un, les effets seront nettement plus importants. Idem à l'inverse. Donc on va faire la meilleure analyse scientifique possible de ces résultats qui sont très complexes. On constate que téléphoner avant de dormir provoque pendant le sommeil des modifications de l'électroencéphalogramme. Il y a un effet sur le cerveau provoqué par l'exposition aux signaux d'un téléphone portable qui se prolonge. Si vous exposez quelqu'un pendant 30 minutes et que vous faites des mesures plus tard, vous verrez un effet, cela est certain. Mais pour savoir si cela a des conséquences sur la santé, il faudrait réaliser d'autres études. D'après une étude publiée par des chercheurs de la Sorbonne, les ondes électromagnétiques générées par les smartphones, les PC et les tablettes ont bien des effets sur les êtres humains. Nous ne pouvons pas ignorer les réponses cellulaires à des champs magnétiques induits par les appareils électriques dans l'environnement. D'après les expériences relatées dans l'étude, les champs électromagnétiques provoquent des dysfonctionnements lors de la métabolisation de l'oxygène. À faible dose,
Les ondes ont par contre des effets bénéfiques. Elles stimulent les systèmes cellulaires afin de combattre des infections. Nous ne pouvons dire pour l'instant si ces ondes sont dangereuses pour les individus. Aucune étude scientifique, jusqu'à présent, n'a réussi à prouver de façon claire que les radiofréquences pouvaient être dangereuses pour la santé. Je n'en peux plus. J'ai des troubles du sommeil, des vertiges, des maux de tête. Je n'arrive même plus à marcher droit. J'ai des troubles du mouvement. Mais le pire, c'est les tremblements qui me gênent beaucoup. Je ne peux plus vivre une vie normale. La journée, ça va, je peux sortir. Et après 2-3 heures, mon organisme se répare. Mais la nuit, je ne peux pas fuir. Je suis anéantie. Je supporte pas les radiations du quotidien. Ça me rend la vie 10 fois plus compliquée. Vous qui résidez en Suisse, comment vivez-vous le fait d'être hypersensible aux radiations du quotidien? J'ai dû fuir 2 fois. De Bullet à l'Auberçon. De l'Auberçon jusqu'ici. Ils ont rajouté des antennes près de chez moi, c'était catastrophique. J'en peux plus, j'arrive plus à être normale quand il y a des antennes à proximité. J'évite les grandes villes, comme Genève par exemple, parce que là, ça serait le peloton d'exécution. Je ne dors plus, je n'ai plus d'appétit, j'ai des troubles de sommeil, Bon, excusez-moi, je ne sais plus quoi faire, En réalité, en Suisse, je ne connais pas de zone blanche où il n'y a pas du tout d'émissions.